Au sommaire de cette édition, au Zimbabwe, des milliers de personnes ont assisté ce mardi aux obsèques du chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, décédé la semaine dernière. En Guinée, l'opposition conteste les résultats des élections du 4 février dernier, publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis au Nigeria, le leader indépendantiste pro-Biafra Nnamdi Kanu, accusé de trahison et d'atteinte à la sécurité de l'État, était toujours absent ce mardi au tribunal d'Abuja, où son procès devait reprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Au Tchad, il n'y aura aucune parution dans les kiosques ce mercredi. Ainsi, on a décidé l'Union des journalistes tchadiens en collaboration avec d'autres organes de presse tchadiens qui a décrété une journée sans presse. Cette décision vise à protester contre les agressions que subissent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Le chef de l'opposition zimbabwéenne Morgan Tsvangirai, rival historique de l'ancien président Robert Mugabe, a été enterré ce mardi dans son village de Bouera, dans l'est du Zimbabwe. Et ce, en présence de milliers de ses partisans, de diplomates et de responsables politiques. Les images. Malgré la pluie, des milliers de partisans du MDC avaient fait le déplacement à Bouera, à 220 km au sud de la capitale Harare, pour rendre un dernier hommage à Morgan Tsvangirai, la vice-présidente du Zimbabwe, Opa Muchinguri, membre du parti au pouvoir la ZANU-PF, des diplomates européens et américains, ainsi que des responsables régionaux de l'opposition ont assisté aux obsèques. Parmi eux, l'opposant kenyan Raila Odinga, qui a salué le départ d'un héros. Il a profité de l'occasion pour dénoncer les fraudes électorales, autant au Zimbabwe que dans son pays. Selon lui, l'Afrique est jonchée d'élections truquées. Le trucage des élections doit cesser. Le rôle de ceux que l'on appelle les observateurs électoraux doit être d'assainir les processus électoraux truqués. J'ai dit que j'avais gagné les élections en août dernier. C'est pourquoi j'ai prêté serment à Nairobi. Mugabe n'a pas pu planifier la succession au sein de son parti. Tsvangirai, lui, l'a fait. L'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, qui fête ses 94 ans ce mercredi, et son épouse Grace ont adressé leurs condoléances à la famille Tsvangirai, a indiqué Nelson Chamisa, sans révéler le contenu de la lettre. Un proche de Morgan Tsvangirai a rendu hommage au courage et à la persévérance du chef de l'opposition zimbabwéenne. Une autre figure de l'opposition, Joyce Mujuru, ancienne membre de la ZANU-PF, a appelé l'opposition à travailler ensemble en vue des élections législatives et présidentielles prévues d'ici au mois de juillet. Ouvert ce lundi à Lomé au Togo, le dialogue entre pouvoir et opposition porte déjà ses fruits. Les premières journées de discussion ont en effet accouché de premières avancées. 45 personnes ont été libérées ce mardi. La première journée de débat s'est déroulée à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise togolaise. Les discussions ont été largement dominées par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Les conclusions sont fructueuses. Une grâce présidentielle a été signée et sera publiée le 19 février. Il portera sur la libération de 45 sur les 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. Secondo, le cas de 7 personnes emprisonnées à la suite des incendies des marchés et de mai 2013-2014 serait traduit devant les tribunaux pour que les tribunaux étudient une demande de ce que les avocats appellent liberté provisoire d'ici mercredi 21 février. Les autres détenus, à cause de leur participation aux manifestations, verront leur cas examiné par la justice togolaise afin de déterminer leur sort après étude du bien fondé de leur cas particulier, cas par cas. Les deux parties
ont également accepté la suspension des manifestations en attente des résultats découlant du dialogue. Les travaux sont suspendus jusqu'à vendredi, le temps que les deux parties réfléchissent sur certaines questions qui ont été abordées. L'opposition exige la libération des personnes détenues depuis leur arrestation lors de manifestations contre le pouvoir, ainsi que des personnes poursuivies dans le cadre des incendies de Kara et Lomé et le retrait des forces de sécurité dans le nord du pays. Pendant ce temps, en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a publié la majorité des résultats des élections du 4 février dernier. Mais l'opposition a déjà appelé ses partisans à descendre dans la rue. Objectif, contester ces résultats qui n'ont rien à voir, selon elle, avec ceux sortis des urnes. Suivons à présent quelques opposants. Sous l'effet de l'intimidation et de la corruption, les magistrats ont préféré donner raison au pouvoir en confirmant les résultats qui n'ont rien à voir avec ceux sortis des urnes. Et donc, le recours auprès des juridictions compétentes n'a rien donné. Il nous reste naturellement que la rue. Nous sommes victimes de déni de justice. Il y a donc des circonscriptions dont nous ne reconnaissons pas les résultats. Si on tentait d'installer des conseils qui sont illégalement installés, nous réagirons. Là, nous avons demandé à nos militants, à nos sympathisants de rester calmes, mais nous empêcherons qu'on installe un conseil fantoche à la tête d'une commune dont nous savions que nous devrions gagner. Nous n'avons pas présenté nos candidats pour être faiseurs de quoi que ce soit. Nous étions persuadés que dans tout notre fief de la base Guinée, comme cela a été depuis 2010, nous aurions tenu nos positions. On ne peut pas faire la fraude partout et ensuite revendiquer d'être accompagné. Sur un tout autre registre, la migration clandestine continue allègrement malgré les milliers de morts et disparus qu'elle fait. Près de 450 migrants ont en effet été secourus en début de semaine par les gardes-côtes libyens. Reportage. 2 opérations distinctes de sauvetage ont été menées lundi alors que des embarcations dérivaient au large des côtes ouest. Les migrants se trouvaient à bord de 2 bateaux pneumatiques dont les moteurs étaient tombés en panne. Parmi eux se trouvaient des citoyens tchadiens, nigériens, maliens, libyens et ivoiriens. Les patrouilles des gardes-côtes libyens, appuyées par un bateau de pêche, ont porté secours à 324 migrants clandestins, parmi lesquels 35 femmes et 16 enfants. Par ailleurs, 117 autres migrants, dont 5 femmes et 2 bébés, ont été secourus au large de la ville de Zawiya dans une autre opération. Aucun détail n'a été donné sur le point de départ des embarcations, mais les passeurs organisent généralement les départs depuis l'ouest de la Libye à destination de l'Italie, située à seulement 300 km. Ils ont tous été ramenés vers la capitale. Des milliers de migrants traversaient les frontières sud de la Libye, longues de 5000 km, du temps du dictateur Muammar Kadhafi, pour tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Mais depuis 2011, la situation a empiré, l'insécurité ayant poussé de plus en plus d'immigrés résidant en Libye à tenter la traversée au risque de naufrage meurtrier. Au Nigeria, Nnamdi Kanu, le chef de file du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, était toujours absent à son procès devant le tribunal fédéral d'Abuja ce mardi. Celui qui dirigeait Radio Biafra, une antenne basée à Londres, avait été incarcéré en octobre 2015 après des violences entre partisans de l'hip-hop et forces de l'ordre. Remis en liberté en mars 2017, il reste introuvable depuis 5 mois. Coup de bluff ou enlèvement par l'armée, la question suscite beaucoup de rumeurs. Reportage. Nnamdi Kanu avait peu à peu rallié au sein de son mouvement des milliers de partisans du sud-est du Nigeria marginalisés depuis sa sortie de prison en mars 2017. Mais introuvable depuis lors, son épouse et les membres du mouvement biafrais IPOB racontent tous la même histoire.
Ils ont vu le chef du groupe indépendantiste Igbo pour le Biafra pour la dernière fois le 14 septembre 2017, peu avant un assaut des militaires nigérians contre sa résidence dans la ville d'Umuahia. Le lendemain, le mouvement IPOB était classé groupe terroriste par les autorités. Depuis, le charismatique animateur de Radio Biafra, une antenne basée à Londres, poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État, ne s'est jamais présenté à son procès. Depuis mi-octobre, cette absence alimente d'innombrables rumeurs sur l'endroit où il se trouve. Ses proches accusent l'armée de le détenir en secret, ce que les militaires démentent. « Je suis inquiet », a déclaré Ifeanyi Ejiofor, son avocat. « Je ne suis pas en mesure de dire où se trouve mon client. Je ne sais même pas s'il est en vie. » Un ancien gouverneur de l'État d'Abia avait un temps affirmé que Nnamdi Kanu, qui possède la double nationalité, avait fui en Grande-Bretagne. Mais l'ambassade britannique a réfuté ces allégations. La prochaine audience est prévue le 28 mars devant le tribunal d'Abuja, la capitale nigériane. Et les 3 personnes qui se sont portées caution pour Nnamdi Kanu sont d'ailleurs convoquées afin d'expliquer les raisons de ces absences successives. L'ONG britannique Oxfam enquête sur 26 nouveaux cas de comportement sexuel inapproprié rapportés depuis la révélation de nombreux abus commis par certains de ses employés déployés en Haïti après le séisme meurtrier de 2010. C'est l'annonce faite ce mardi par le directeur général de l'ONG. L'organisation a également présenté ses excuses aux parlementaires britanniques. Le point à travers ces images. 16 des 26 nouveaux cas sur lesquels porte l'enquête ouverte par l'organisation britannique Oxfam concernent les programmes internationaux de l'ONG. C'est ce qu'a précisé devant les membres d'une commission parlementaire britannique le directeur général d'Oxfam, Mark Goldrin, qui a dit vouloir vraiment que les gens se manifestent. Les responsables d'Oxfam se sont excusés au nom de l'ONG pour son traitement des abus commis en Haïti et pour des déclarations perçues comme des tentatives de minorer les faits. Je ne vais pas retarder le comité, mais je veux juste dire qu'au nom du conseil d'administration d'Oxfam, nous avons honte de ce qui s'est passé en Haïti. Nous ne pensons pas que cela a été bien géré et notre tâche maintenant, ma tâche en tout cas, c'est de veiller à aller de l'avant d'une manière qui nous assure que nous agissions toujours avec transparence et responsabilité. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion de rendre des comptes aux députés en tant que représentant du peuple britannique à qui nous devons beaucoup. Un rapport interne de l'ONG remis au gouvernement haïtien a dévoilé les nombreux abus de la mission humanitaire déployée en Haïti après le séisme meurtrier de 2010. Un responsable y reconnaît avoir payé des prostituées, d'autres employés sont accusés de harcèlement et d'intimidation et un témoin a été menacé physiquement. Outre le recours à des prostituées, certains étaient également mis en cause pour harcèlement et intimidation envers d'autres membres du personnel notamment. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.